Mesdames, bonjour, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver ce soir, comme tous les soirs. Désormais, lorsqu'il est 17h en direct d'Info TV, c'est dans le cadre de votre émission Le Grand Soir. Le Grand Soir de ce soir, nous sommes mercredi et c'est la troisième sortie de la semaine. Pour cette troisième sortie, deux sujets seront donc à l'ordre du jour. Deux sujets, nous allons donc revenir tout d'abord sur les zones à risque. Où en est donc tout avec, n'est-ce pas, l'opération de déguerpissement. Vous savez que en ce qui concerne les zones à risque, et tout récemment encore, il y a quelques jours, nous avons vécu les éboulements de terrain du côté de l'Ouest Cameroun. En ce qui concerne donc ces déguerpissements, où en est-on, le président de la République, et surtout, n'est-ce pas, après ce que l'on a vécu du côté de Mbankolo, il était question de revoir les déguerpissements. Mesdames, Messieurs, nous allons essayer de revisiter cet aspect-là et ce sujet, et nous allons ensemble analyser et décrypter la situation. Deuxième sujet à l'ordre du jour, nous allons nous intéresser avec ce qui fait l'actualité du côté de l'Assemblée nationale. La session parlementaire a été donc ouverte hier par le président de l'Assemblée nationale avec donc des attentes. Alors, nos invités, nous allons essayer de jeter un regard en ce qui concerne donc ces attentes-là. Quelles attentes en ce qui concerne le budget 2025? Mesdames, Messieurs, ce sera notre sujet ce soir. Merci de rester connectés Info TV. Tout de suite et maintenant, nous prenons cette petite transition, question, n'est-ce pas, d'accueillir nos invités qui arrivent à compte-gouttes. Tout au moins, ils seront tous là ce soir. Dans quelques instants, nous accueillons nos invités. Retour sur ce plateau pour donc accueillir nos invités. Parmi nos invités, il est également là, il est là ce soir. Yun Foum, bonsoir. Merci, bonsoir Charles Apollinaire Oumba. Et merci de l'honneur que tu me fais une fois de plus de m'inviter sur ton prestigieux panel. Je salue des téléspectateurs qui nous suivent à partir du Cameroun, de l'Afrique et même du monde, puisque nous sommes sur satellite. Je veux également saluer les militants et sympathisants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, mon parti politique. Je n'oublie pas les valeureuses et vaillantes populations de la région du Sud, mais plus particulièrement encore du village Engon et Misem. C'est mon village qui est à pratiquement 12 à 15 km d'Ebolova sur la route Ebolova-Kribi Paracom 2. Donc je leur dis bonsoir à ces valeureuses et vaillantes populations. Ok, merci d'être là ce soir. Vous dites que vous êtes d'Ebolova. Oui. Précisément d'Engon et Misem. Je suis de l'arrondissement d'Ebolova. Ok. Ok. Il y a cela quelques jours, j'étais de passage de ce côté-là, mais j'étais du côté de Kiossi. Une très belle ville. Vous avez pu apprécier l'envol, l'essor. Oui, une belle ville, une belle ville. Et j'aime souvent à dire que avec le barrage hydroélectrique de Montvelle, qui est un don du président de la République, le président Paul Biya, à la région du Sud, eh bien, on ne connaît presque plus de coupures d'énergie électrique à Ebolova. C'est une avancée. Maintenant, nous, sur ma bretelle, nous attendons la route Ebolova, Kribi, Paracom 2 que le chef de l'État nous a promise. Oui, je pense que c'était assez avancé en ce qui concerne, n'est-ce pas? C'est ce que vous dites ici à Yaoundé. Non, s'il vous plaît, c'est pas linéaire. Nous attendons la route. Vous l'avez dit. Elle va avancer, ça veut dire quoi? Merci Léonide. Avancer veut dire quoi? Merci Léonide Foum. Je voulais tout simplement apprécier. Déjà, Yaoundé Kiossi. Ça se fait déjà en quelques heures. Il y a de cela quelques années, ce n'était vraiment pas ça. Oui. C'est une belle route, jolie route, même si entre Bolova et Ambam, il y a un petit souci.
mais quand même, ce sont des jolies villes sous-régionales et une jolie route. Et nous pouvons dire, enfin, c'est pas à moi de dire félicitations, mais c'est un constat. Merci Léorid Foun, vous êtes de l'UNDP, hein, militant donc de l'UNDP et à la base vous êtes pédagogue. Je vais accueillir notre deuxième invité ce soir, Gabriel Michel Chedjoum. Bonsoir. Gabriel Michel Chedjoum. Chedjoum. Oui, c'est bien moi. Chedjoum. Vous savez que vous ne sommes habitués. J'avais un autre dans ma tête. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir à mes compagnons, bonsoir à tous les téléspectateurs du monde entier de Info TV, mais particulièrement bonsoir à mes collègues enseignants du primaire, du secondaire et même du supérieur. Ok. Merci d'être là ce soir. Oui. Vous permettez, Charles, j'ai suivi mon compagnoniste la mission, vous me dites que c'était un don du chef de l'État lorsqu'il parlait, n'est-ce pas, du barrage hydroélectrique de Bolova. Comme si c'était une faveur que le président de la République. Non, cessons de dire des choses comme ça sur les plateaux. Le chef de l'État est payé, n'est-ce pas, pour développer le Cameroun, au nord, au sud, à l'ouest, partout. Lorsque le chef de l'État réalise un ouvrage, c'est attendre à la présidence. Mais c'est pas un don, c'est pas une faveur, c'est un devoir, c'est un impératif. Sinon, il doit être dégagé. Okay. Qu'on cesse de raconter des inepties sur les plateaux. Non, ce ne sont pas des inepties. Il sait pourquoi il a dit à l'État. Non, s'il vous plaît. Vous calmez, monsieur. Ça va. Tu sais, merci bien. C'est un aîné, c'est pour cela que je lui pardonne son outrecuidance de dire que moi je dis des inepties. Merci. Non, nous n'allons pas quand même. Nous disons bonsoir tout de même. Je souhaite qu'il soit plus calme. Non, il est toujours calme. Il est calme celui-là. Il est toujours calme. Heureusement que peut-être pour me connaît. Merci bien. Je reçois une charmante dame sur ce plateau. Et je ne sais pas, chaque fois que je reçois une dame, je suis très content. Et pas n'importe qui, Natacha Fadimatou Bengono, un nom assez qui rassemble tout le Cameroun. Bonsoir. Absolument. Madame. Bonsoir monsieur Charles Apollinaire, bonsoir aux companélistes. C'est un plaisir de me retrouver à Info TV, de vous retrouver. Et vous savez, c'est toujours un honneur et un privilège de porter la voix du plus grand parti au monde. Et nous avons cette capacité à assumer notre appartenance politique, parce que sous d'autres cieux, j'aurais pu atterrir sur votre plateau comme société civile, comme enseignante, comme machin, mais tout de suite, c'est que sur la coloration politique, ma coloration politique, même si je ne le dis pas, apparaîtrait. Mais c'est toujours bien d'assumer son appartenance politique, parce que ce n'est jamais, c'est un peu une maladie honteuse que d'appartenir à un parti politique. Et la preuve, je porte fièrement les couleurs du RDPC sur votre plateau. Et c'est l'occasion pour moi de remercier vous-même, tous les techniciens. Je suis pas de parti politique. S'il vous plaît. Et tout. S'il vous plaît. Madame a la parole. Toutes ces petites mains derrière les machines qui nous permettent d'être vus à travers le monde. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, lorsqu'on a une entreprise comme celle-ci, qui monte, c'est toujours bien de remercier celui-là qui est comme la vitrine, le PDG de Info TV. Nous ne manquons jamais de lui dire bonsoir, parce que c'est à travers eux, à travers des grands hommes comme ça que nous construisons chacun le Cameroun à notre manière. Vous l'avez dit, hein, vous avez dit beaucoup de choses en une prise de parole. Mais je n'a pas de parti. Non, vous n'allez pas titiller, monsieur Soutien. Madame Bougono, je rappelle que vous avez plusieurs casquettes, mais vous êtes là comme communicant, n'est-ce pas, du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le plus grand parti politique du monde qui est dirigé par l'homme politique du siècle. Ok. Le quatrième invité arrive et hier, j'ai fait un panel sans le savoir. C'était un panel avec presque tous étaient représentants, n'est-ce pas, originaires du MBAM, du Grand BAM. Aujourd'hui, je constate que je suis avec les pédagogues, hein, à la base. Bon,
je ne peux certainement pas le secret. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est même flagrant. Bon, mais nous, on va d'abord lui donner un parti politique parce que société civile, là, Non, s'il vous plaît. Merci. C'est bon, le parti politique, hein? Oui. Mon parti politique, c'est le Cameroun. Ouais, Ok. Merci, légalisons. Merci à Je vous. sers en qualité d'enseignant. Ok, merci à vous. Je rappelle là, monsieur Gilles Ongene se fait encore maquiller là, lui aussi. À la base, un enseignant, Voilà. même s'il est économiste. Nous allons prendre cette petite transition et nous allons revenir pour dire un mot sur le sujet de mise en bouche de ce soir. À tout de suite. Retour donc sur ce plateau pour accueillir, enfin pas pour accueillir, mais quand même pour dire un mot sur un sujet assez intéressant. Madame Fadimatou, je ne sais pas d'où vous sortez, quand même vous savez que les Lions Indomptables jouaient aujourd'hui. Oui, j'ai regardé le match. Vous avez regardé le match. Nous sommes les premiers à donner un point à la Namibie. Oui. Bon, quelle analyse en faites-vous de ce match-là, des Lions Ce Indomptables? qu'il faudrait déjà dire d'entrée de jeu, tous les matchs se jouent, chacun vient pour gagner. Aucune équipe n'arrive pour perdre. Ça veut dire lorsque vous êtes sur le terrain, lorsqu'un entraîneur ou bien une équipe nationale arrive, elle fait l'effort de mettre sur pied, de mettre sur le terrain ses meilleurs joueurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça a été le cas pour la Namibie, ça a été le cas pour le Cameroun. La différence qu'il y a entre la Namibie et le Cameroun, c'est que les Camerounais déjà sont qualifiés pour la CAN. Parce qu'il faut le dire, c'est la qualification pour la CAN Maroc 2026. Le Cameroun est déjà qualifié. Donc, en quelque sorte, l'entraîneur avait la liberté de mettre en scène des joueurs qui peut-être parfois n'ont pas eu à jouer, tout au long du tournoi. Et nous savons qu'ils sont arrivés hier à Johannesburg, il était 19h. Forcément, vous comprenez qu'ils n'ont pas eu la reconnaissance du terrain. Ils n'ont pas pu faire régler les automatismes. Et ça s'est ressenti dans leur jeu. Parce qu'il y avait comme une espèce de fatigue. Moi, je ne suis pas footballeuse, mais lorsque j'écoute les techniciens parler, ils disent qu'il est toujours important, quel que soit votre talent, de régler les automatismes parce que c'est des regroupements. Il faudrait que certaines choses soient mises, qu'on mette, règle certains petits détails pour avoir une équipe homogène qui se comprennent et qui peuvent à demi-mot se passer le mot sans pour autant que l'adversaire ne les rattrape. Deuxièmement, j'ai écouté les techniciens qui disaient que l'entraîneur aurait changé même la tactique de jeu. Il a parlé de 4-4-3, quelque chose comme ça. Je ne sais pas trop. Mais le jeu était là. Les Namibiens ont eu un point. Le Cameroun n'a pas démérité. Il a également eu un point. Nous gardons la première place avec 11 points. Donc, le match retour à Yaoundé, nous aurons la possibilité de juger ceux-là qui auront peut-être eu le temps de faire quelque chose, de s'entraîner ensemble, de régler les automatismes peut-être. Cela révélera parce qu'il y a des nouveaux qui sont entrés. Quand j'écoute ils disent que bon, ils ont prouvé quelque chose. Parce que c'est des natures à conforter leur position. C'était mi-figue, mi-raisin. Ok, merci Madame Fadimatou Bengono. Je vais rappeler, vous l'avez bien dit, c'est un match comptant pour les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ça va commencer en décembre pour s'achever en 2026 du côté du Maroc. Et il n'y aura plus de match retour. C'était le match retour comme ça, parce qu'à Yaoundé, nous avons gagné 1-0. Aujourd'hui, c'était le match retour. Et nous sommes donc quand même le premier pays à donner un point à la Namibie. Les téléspectateurs ont compris votre analyse.
il y a la fatigue, non-reconnaissance du stade, et le Cameroun était déjà qualifié, donc peut-être il fallait pas trop s'adonner. Ça, c'est peut-être vous qui le dites. Monsieur Sujen, Oui. vous avez regardé le match? J'ai regardé le match en partie, puisqu'il fallait que je vienne à l'émission. Oui. Votre analyse? L'analyse, c'est que, bon, j'ai été content de voir... Bon, le score, n'est-ce pas, n'est pas important, puisque le Cameroun est déjà qualifié, vous l'avez dit. Et la Namibie, n'est-ce pas, a profité du fait que beaucoup de joueurs clés n'étaient pas là. Par exemple, le milieu de terrain Zambo, Anguissa n'était pas là, et d'autres encore. Ils ont pu glaner un point, ce qui est une bonne chose. Et le coach Marc Brice a saisi l'occasion, n'est-ce pas, de ce match qu'on peut considérer comme étant un match de gala pour roder ses effectifs en faisant entrer beaucoup de nouveaux joueurs, à l'instar de Neyou, à l'instar de Franck Magri et d'autres encore qui ont joué comme titulaires. Même comme Magri n'est pas nouveau. Magri, c'est un ancien. Oui. Il a été à la Coupe d'Afrique. C'est vrai, mais Sauf pour ce qu'il qui n'a pas été concerne... régulier Oui, il n'est à la pas régulier sélection. avec la sélection de Marc Brice. Voilà pourquoi on le considère quand même comme nouveau dans les tactiques de l'entraîneur Brice. Donc vous partagez l'analyse de Madame. Son avis, c'est clair. Ok, là c'est déjà bien si vous pouvez déjà vous entendre Non, comme madame, ça. elle est ma soeur. Pas de bateau, c'est ma soeur. Elle est ma soeur. Nous sommes Camerounais. Nous sommes Camerounais, et non au-delà. Ok. Léonide Foum, les Lions indomptables font un match de 0 but partout contre la Namibie, match retour. Est-ce vraiment parce que nous sommes qualifiés que bon voilà, et même s'il fallait revoir l'effectif, André on en a dit à Marc Brice qu'il laissait la chance à un autre gardien, mais Marc Brice a... On se dit que si tous les ténors étaient là, Marc Brice mettait ces ténors-là sur les envoyer sur le terrain. Mais est-ce que vraiment le Cameroun, le match que nous avons vu aujourd'hui, est-ce que ça reflète véritablement l'image du Cameroun, même si nous sommes déjà qualifiés? De mon point de vue, il faut d'abord savoir d'où on vient avant d'analyser de manière pertinente d'où on se trouve à l'heure actuelle. Vous savez, lors de la dernière CAN en matière de qualification, à pareil moment, nous étions à aligner des si. Si tel perd, l'autre gagne. Si un pénalty se couche et qu'on tape le ballon sur la tête, ça frappe la barre transversale, le Cameroun peut être qualifié. Que non, mais là, il est certain que nous sommes déjà qualifiés. C'est une certitude. Et le coach Marc Brice avait deux grands objectifs. Le premier objectif, c'était de donner une ossature à l'équipe nationale du Cameroun. Donc aujourd'hui, chaque Camerounais sait quand le match est important, qui peut jouer où et comment. Donc l'équipe nationale type, tout le monde, tous les Camerounais la connaissent déjà et même moi je peux vous la donner. Le deuxième enjeu que l'entraîneur avait, c'était de renouveler ces effectifs-là, parce que si vous constatez bien, la moyenne d'âge de l'équipe type de Marc Brice, elle est entre 27 et 29 ans à peu près, l'équipe type. Et donc, il était question pour lui, la sérénité étant retrouvée, la qualification obtenue, il est question pour lui de rôder et d'essayer de nouveaux joueurs. C'est ce qu'on a notamment vu aujourd'hui. Alors, vous avez vu le verre à moitié vide, à savoir que le Cameroun a donné un point à la Namibie. Mais je peux aussi le voir à moitié plein, à savoir que C'est pas mon bien, je vous passe la parole. Je n'ai pas fait d'analyse, ou alors j'ai pris quelques aspects ou quelques éléments. C'était 0 but partout, c'est un point pour la Namibie, et c'est le Cameroun qui donne le premier point à la Namibie. Et je n'ai rien dit d'autre. Oui, je n'ai pas dit que c'était une piètre prestation. Mais c'est à vous de faire l'analyse. Moi, j'ai semblé lire comme une sorte de déception dans votre façon de présenter la situation. Que non. Non, je voulais simplement dire que moi, je préfère voir le verre à moitié plein, à savoir que le Cameroun n'a pas perdu. Je le vois d'autant plus à moitié plein que le coach a pris des grands risques. Il a pris des grands risques. Parce que... si vous posez la question, en quoi faisant?
à ce niveau de compétition, Oui. lorsque on vous dit qu'un joueur n'est pas venu parce qu'il est indisponible, dites-vous bien que la fédération camerounaise et les autorités de notre équipe avaient les moyens de le faire venir, même avec une jambe cassée. Donc, c'est des tournures, n'est-ce pas, qui permettent, parce que le coach l'accepte, qui permettent au coach de faire des expériences. Et en termes d'expérience, j'ai envie de vous dire qu'il a pris de très gros risques. C'est-à-dire de mettre une équipe sur le terrain dont il n'a pas la certitude qu'elle peut ne serait-ce que tenir le temps d'une rencontre. Non, mais vous me coupez la parole. Merci. Vous me coupez la parole. Vous me coupez la parole. Assez, je vous ai donné assez. Voilà pourquoi je vous ai dit que moi, je vous ai senti rabat-joie. Non, je vous ai senti rabat-joie. Non. Pourquoi ça dérange lorsqu'on présente les faits? Les faits sont là, non? C'est ce que j'ai présenté, monsieur. Moi-même, je parle de faits. Vous avez vu le verre à moitié vide, à savoir que le Cameroun a cédé un point à la Namibie. La Namibie a mis sa meilleure équipe. Nous, on a mis une équipe une équipe en essai. Ça, il faut le dire. On peut donc dire félicitations à Marc Brice. De n'avoir déjà pas perdu et les conditions surtout dans lesquelles il est arrivé en Namibie, une très longue attente. Ok, vous l'avez dit, madame Fadimatou. Une très longue attente à l'aéroport international de Yaoundé. Avec une seule Nous avons compris. Et nous sommes arrivés à 19h passées et nous réussissons à tirer notre épingle du jeu. Ok. Oui. Dans une rencontre où il y avait aussi de l'hostilité, il faut avouer. Merci. Et je voudrais même ajouter qu'il y a de cela un an, c'est cette même Namibie qui avait battu le Cameroun à l'ère Rigo Besson. Ok. Dans le même stade. Okay. Est-ce que lui peut accepter ça? Charles n'aime pas ça. Ils ont même fait décidément. Ce sont les vérités. C'est ça. Bon, je vais dévoiler ton camp. Non, s'il vous plaît. Non, je vais dévoiler ton camp. Il n'y a pas de camp. Il y a le camp ici. Non, il y a le camp. Moi, je vais dévoiler ton camp. Mais bon, ça va. Madame, vous voulez dire un dernier mot parce que je vous ai vu très rapidement. Justement, quand je vous trouve trop exigeant, c'est normal quand tout Camerounais est exigeant à l'endroit de Lyon, mais lorsqu'on sait d'où on vient et que nous avons le privilège ou bien la latitude de ne plus nous casser la tête avec les calculettes, on peut dire quand même merci à celui-là qui nous a aussi permis d'évoluer dans le ranking mondial. Okay. On est passé d'un stade à un autre. Bon, si la Namibie pour une fois peut rentrer avec un point. Okay. Bon, merci. C'est bien aussi comme les autorités camerounaises ont tapé du poing sur la table pour Monsieur Foum, vous êtes un homme politique et puis vous êtes un pédagogue. Je ne savais pas que vous êtes devenu un spécialiste du sport et plus particulièrement. Vous êtes quand je suis le place, là vous me coupez la parole. C'est ça, on vous a compris. On vous a compris, mais rassurez-vous, nous y reviendrons. La qualification des Lions indomptables, elle émane de qui? Du nouveau staff ou alors de la volonté des joueurs? Non, bon, les Lions fait leur s'il vous plaît, attendez, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Je ne vous pose pas la question. Je ne vous demande pas de répondre à cette question-là. D'ailleurs, nous sommes arrivés à la fin de ce que vous dites ne tient pas compte. S'il vous plaît. Même ça ne tient pas compte. Parce que quand vous posez la question que cette qualification je ne vais pas poser la question. Quand vous faites cette observation-là, non, elle n'est pas objective. Non, c'est pas vous qui. Elle n'est pas objective. Non, s'il vous plaît. On est obligé, n'est-ce pas? Vous êtes de faire une analyse. Monsieur, je vous comprends. Vous êtes nous sommes contents, n'est-ce pas, de la qualification de Lyon. Non, nous sommes très contents. Je suis très content de la qualification de Lyon, madame. Merci à vous. S'il y avait la main, c'est que c'est la main de Dieu et les Argentins étaient très contents. Ok, c'est la qualification de Lyon, nous sommes contents. Voilà. Mais cela n'empêche de faire un débat sur ce que vaut véritablement notre équipe en ce moment et est-ce que face à des grosses pointures, je ne dis pas ton cas. Le Cameroun peut véritablement faire de bonnes prestations. Nous allons faire sortir avec notre ami depuis Garoua qui nous dit bonsoir Info TV, très belle émission. La mairie de Mayome Sala et la ville de Mayome Sala très propre et bien assaini, très grand coup de chapeau au maire
de Meyome Salah, que cette mairie sert d'exemple à d'autres mairies de la République. Abdourahman Sidi, doctorant depuis Garoua. Il y en a qui m'appellent. Non, je ne prends pas les coups de fil. Vous pouvez tout simplement envoyer vos messages et nous allons les lire en direct. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de regarder la télévision et surtout d'Info TV. Tout de suite et maintenant, le premier sujet phare à l'ordre du jour, tout juste après cette transition. Tout pour prendre ce premier sujet à l'ordre du jour, zone à risque où en est donc l'opération de déguerpissement. Je vous rappelle, hein, vous le savez certainement, après donc le drame de Mbankolo, le président de la République via donc le Premier ministre, après donc n'est-ce pas une réunion avec le Premier ministre, il était question de que certaines populations et certaines personnes qui sont qui ont mal construit, que l'on n'arrive à les déguerpir. Alors cette opération de déguerpissement, qu'en est-il? Est-ce que l'on a vécu cela à Yaoundé? Si peut-être ça a commencé à Douala, où en sommes-nous aujourd'hui? Des déguerpissements, est-ce véritablement nécessaire? Madame Fadimatou. Monsieur Serge, pardon, Monsieur Charles. Ça fait longtemps. Hein? Ça fait vraiment longtemps. Ça vous apprendra à ne plus m'inviter dans votre télévision. Allons-y. Heureusement que je vous retrouve. Voilà. Bon, voilà ce qu'il faut déjà dire sur la question du déguerpissement. Il faut déjà renseigner qu'il s'agit précisément des personnes qui ont construit dans des endroits à risque. Il y a les flancs des collines, les flancs des montagnes, il y a les marécages, il y a des endroits accidentogènes. Donc, il y a les endroits qui peuvent être susceptibles d'être inondés. En ce moment-là, il est plausible. C'est déjà des zones non constructibles, c'est des zones à risque qui sont prohibées qui sont interdites de construction aux populations. Mais il se trouve malheureusement que du jour au lendemain, on voit des maisons pousser, soit dans les marécages, soit sur des flancs des collines, ça a été le cas à Bankolo, soit dans des zones, les lits des cours d'eau. Nous avons vu à Maga, à l'extrême nord. Ça fait que il est de la responsabilité de l'État de protéger les populations, même contre eux-mêmes. Alors, pour protéger les populations contre elles-mêmes, il est important qu'il y ait une certaine synergie. La synergie voudrait que l'État engage des actions contre les populations, mais qu'il y ait adhésion. Mais malheureusement, ce que nous constatons, c'est que lorsque ces populations-là sont déguerpies, puisque c'est des zones sur lesquelles on ne peut déjà pas avoir un titre foncier, ce qui implique qu'il est inadmissible qu'on retrouve quelqu'un qui ait acheté un marécage ou bien un flanc de colline, sauf si ce n'est pas des voies, des tromperies, des dupéries. Donc ça fait que les pouvoirs publics engagent des actions de déguerpissement. Est-ce que les actions sont suivies par les populations? Je dirais oui et non. Oui et non, parce que pour le cas de Bankolo, j'ai suivi un reportage il y a quelques semaines où on indiquait que la majorité avait quitté les lieux. Mais il y a une dame qui disait que oui, nous sommes encore là parce que nous avons grandi ici, ma grand-mère, elle est là, on ne sait pas ce qu'on va faire d'elle. C'est une façon de dire que nous y sommes, quitte à ce que la mort vienne nous retrouver. Vous allez poursuivre, je vais tout simplement indiquer que ceux qui sont partis, c'était sous la pression, n'est-ce pas, du gouvernement, avec les membres du gouvernement. J'étais ce jour-là à Bankolo quand le ministre Atanganji et Madame Kecha Cortez, qui ces ministres étaient là, et exigeaient que toutes ces personnes-là partent, n'est-ce pas, de cet endroit. Et presque tout le monde était parti. Donc vous voyez que s'il n'y avait pas eu cette pression-là, mais à côté, ceux qui n'étaient pas concernés, jusqu'à présent, sont restés. Or, le danger reste permanent. Vous voyez un peu, ça pose moi je parle ça posera le problème du civisme et de la conscience de soi.
À partir du moment où vous n'êtes pas conscient que vous êtes dans un endroit qui est susceptible de vous apporter la mort, il y a un problème. C'est encore mieux d'être dans ailleurs. On ne peut pas être en même temps déclaré, en même temps qu'on n'a pas les moyens de survivre, de vivre, et se retrouver là où la mort va nous arracher à la vie. Donc il faudrait, moi je pense que c'est une conjugaison des efforts des pouvoirs publics et des populations. Les populations, ça passera par les collectivités locales décentralisées parce que ce sont elles qui sont plus proches des populations. Et parfois, on se pose des questions, les permis d'implanter, parce que généralement, ce ne sont pas les permis de bâtir, ce sont les permis d'implanter qui leur sont donnés. C'est donné par qui? Est-ce qu'ils ont obtenu des autorisations? Est-ce que la mairie, parfois les mairies disent que le maire dit nous n'avons rien donné, mais sauf que des agents véreux se retrouvent à fermer les yeux sur ce qui est en train de se passer et laissent les populations mourir. Donc l'occasion pour nous d'interpeller les uns et les autres. On va se protéger, l'État va nous protéger, mais c'est avec notre concours également. Okay. Merci Madame Begono. Vous voyez que vous posez des questions, vous n'arrivez pas à trouver vous-même les réponses. C'est des questions et raison pour laquelle nous allons essayer de voir pourquoi ça n'avance pas, qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que ces populations restent toujours campées au même endroit? Monsieur Choudiem, il était nécessaire, n'est-ce pas, même bien avant le drame de Bankolo, que les gens, qu'on arrive à déguerpir les populations. Cela me revient un peu en idée, alors, n'est-ce pas, lorsque l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, Gilbert Chimivoune, était là, on a vu le travail qu'il a eu à faire dans certains endroits, et pour lui, il était question que ce soit les zones marécageuses, que ce soit des zones à risque, que les personnes partent de là. Il est allé jusqu'à peut-être même déguerpir et faire partir certaines personnes. Qu'est-ce qui n'a pas marché jusqu'à présent et que l'on continue à vivre sous la peur? Parce que quand vous passez par exemple du côté de Bankolo, il y a peut-être cette pierre-là qui est perchée là et qui vous dit bonjour et que à tout moment, je peux venir vous écraser. Ce qui n'a pas marché, c'est que il faut dire que dans cette affaire-là, tout le monde est coupable. Mais en commençant même par ceux-là, ces populations qui construisent, elles sont coupables. Mais moi, je voudrais donner, n'est-ce pas, la plus grande responsabilité à l'État, qui laisse faire. Lorsque les maisons poussent, les maisons, n'est-ce pas, du jour au lendemain, on voit des maisons. Tantôt des gratte-ciel, tantôt des maisons, des taudis, ainsi. On voit toutes sortes de maisons là-bas. Mais on ne les construit pas la nuit. Alors, qu'est-ce que l'État fait donc pour amener les gens, n'est-ce pas, à aller construire dans les zones réglementaires? Rien n'y fait. Mais il faut également, n'est-ce pas, pointer du doigt ceux-là même qui partent construire dans les zones qu'ils savent. Vous rejoignez Madame Bungono, qui pense qu'il y a l'incivisme, les gens qui se sont têtus, qui sont conscients que non, ici, ils ne peuvent pas construire, mais ils vont quand même. Ils vont quand même, ça c'est évident, il y a l'incivisme. Mais lorsqu'on sait qu'au Cameroun, il y a toute une structure au niveau du ministère de l'AT, au niveau du ministère de l'Administration territoriale, il y a toute une structure qui est chargée, n'est-ce pas, de s'occuper de ces genres de problèmes. On est tenté de dire que cette structure ne fait rien. C'est une structure apparemment budgétivore. Lorsqu'on voit, n'est-ce pas, des morts, n'est-ce pas, chaque mois, tantôt à Bankolo, tantôt à Ngouaché, tantôt à Tchang, tantôt dans l'extrême nord. Alors, à quoi sert cette structure? Le nom m'échappe un peu là. C'est une structure qui est logée au ministère de l'administration territoriale, qui est chargée, n'est-ce pas, de prévenir les catastrophes au Cameroun. Mais quand on a, n'est-ce pas, quand on regarde, n'est-ce pas, les morts que l'on trouve par dizaines, par vingtaines dans nos cités, dans nos villages, ainsi, on se demande à quoi, qu'est-ce que l'État fait? On a plutôt la chair de poule. C'est un peu comme si la population est abandonnée à elle-même. Même s'il est vrai que cette population a sa part de responsabilité pour aller construire dans des zones non réglementaires. Ok. Léonide Mfoum, la grande question, elle est là. Pourquoi les gens continuent à aller s'installer à des zones à risque? Voilà, c'est une très belle question. Et la réponse que je peux y apporter, c'est que j'essayais de regarder l'évolution de la population de notre pays. Lorsque nous accédions à l'indépendance en 1960, nous étions à peu près 2,5 millions.
de Camerounais. Peut-être avec les populations de l'actuel nord-ouest, sud-ouest en moins. Mais je pense que s'il fallait adjoindre à ce nombre-là ce que le Cameroun oriental représentait déjà, on pourrait peut-être avoisiner les 3 millions, un truc à peu près comme ça. Puisque en 61, il y a eu cette réunification que tout le monde connaît dans l'histoire et que lorsque vous évaluez la population aujourd'hui comparativement à ce que nous étions, nous sommes à peu près 10 fois plus. 10 fois plus. Et entre-temps, le niveau d'éducation aidant, la mortalité régressant, les lubies de la ville attirant les uns et les autres, eh bien, l'exode rural a fait son travail. Et des hordes de Camerounais se sont retrouvés dans les principales villes du Cameroun avec pour principal défi de pouvoir se loger. Or, vous savez que notre population est essentiellement pauvre et qu'un peu plus d'un Camerounais sur deux vit avec moins d'$1 dans sa poche. Eh bien, alors, lorsque ces populations en quête de mieux-être arrivent en ville, mais que vont-elles faire? Où vont-elles vivre? Elles vont partout où elles peuvent trouver domicile ou asile. Et c'est ce qui se passe. Et la caractéristique des villes d'Afrique subsaharienne qui ont connu l'exode rural et la paupérisation des masses, c'est justement que, eh bien, nous avons dans nos villes des bidonvilles qui se développent. Et qu'est-ce qu'un bidonville? Bien, ça c'est, je vous donne un cours de géographie humaine. Hein. Oui, ce sera en quelques minutes. Non, mais je ne dis rien. Vous savez que je suis entouré des enseignants ce soir. Si tout le monde, chacun me donne les cours, ça sera trop long. Allons-y, monsieur Foum. Non, c'était pour répondre à votre question. Non, allez-y, monsieur Foum. Alors, qu'est-ce qu'un bidonville? Le bidonville, c'est un quartier pauvre d'une ville. Et les villes des pays du Sud, c'est-à-dire ces pays-là qui n'ont pas réellement connu de développement, leur caractéristique, c'est d'avoir en leur sein des bidonvilles. Donc, et en cela, le Cameroun n'invente pas le fil à couper le beurre ou ne crée rien. Si vous allez à Lagos, vous en trouverez. Vous allez à Nairobi, vous allez en trouver, ainsi de suite. Donc, le grand défi que nos autorités ont, c'est de pouvoir éradiquer ces lieux insalubres et de donner un habitat acceptable à nos populations. Ce sera l'une des préoccupations, n'est-ce pas, de cette émission. Oh, oui. L'on peut donc comprendre si que il y a des années... Nous n'avons pas su maîtriser le développement non seulement de nos villes, mais la capacité aussi des citoyens à venir s'y installer. Et la principale raison, c'est que nos États aussi, malheureusement, n'ont pas beaucoup de ressources. Alors, Madame Bongono, là maintenant, vous allez peut-être répondre à quelques-unes de vos préoccupations à vous. Alors, le travail qui est fait, nous avons compris, d'après, n'est-ce pas, Lionel Foum, il y a surpeuplement peut-être en ville, mais quelle est la politique qui est mise sur pied? Comment comprendre que les gens se retrouvent à des zones à risque et s'y plaisent? Est-ce que c'est un problème de moyens ou alors véritablement un problème d'incivisme? Qu'est-ce qui les maintient toujours là-bas malgré les interventions, n'est-ce pas, des élus, à l'instar, n'est-ce pas, des maires? Vous avez posé la question tout à l'heure. Nous voyons ces croix-là. Ou alors, qui donne l'autorisation à ces gens, n'est-ce pas, d'aller s'installer dans ces coins à risque? Ce qu'il faut déjà relever, il n'y a aucune autorisation, il ne peut exister aucune autorisation à construire dans ces endroits à risque. Aucune autorisation légale. Parce que ce sont des endroits... C'est un pléonasme quand vous dites autorisation légale. C'est un endroit interdit à la construction.
ces zones-là sont interdites à la construction. Lorsque vous regardez également les édifices qui sortent des flancs des montagnes ou des marécages, ce ne sont pas aussi toujours des taudis. Vous voyez des maisons, des villas ou bien des immeubles bien construits qui sortent de ces zones-là. Vous comprenez que en même temps, on peut plaider l'incapacité d'avoir les moyens d'acquérir un lopin de terre dans un endroit approprié. En même temps, on peut dire que c'est pas ça parce que ceux qui construisent généralement, ce ne sont pas des personnes comme vous et moi, c'est des personnes qui ont la grosse bourse. Comment est-ce que ces personnes peuvent réaliser l'exploit d'aller construire là-bas? Parce que ce qu'il faut également relever, monsieur Charles, les zones comme les marécages par exemple, en fait, elles sont interdites de construction dans les zones en développement. Parce qu'ailleurs, ce sont des riches, des personnalités, des personnes qui sont bien fortunées, qui construisent dans les marécages, en prenant en compte tout ce qui va avec, tout ce qui entoure la sécurité dans la construction. Il y a des tests, des expertises pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme béton pour permettre à l'édifice de tenir. Lorsque vous venez, vous mettez peut-être un R+3 sur un endroit qui est supposé, qui peut bouger à tout moment, vous comprenez qu'il y aura un fondement. Après, on va crier sur la tête de l'État. Et ces gens, généralement, c'est des tricheurs parce que vous ne verrez jamais aucun document. C'est pour cette raison que nous pensons que pour arriver à résoudre ce problème... Comment est-ce qu'une maison peut donc grandir au vu de tout le monde? C'est le fait de la production. Tout le monde. C'est-à-dire, nous sommes là à Yaoundé, Mbankolo, c'est là à côté, pour prendre peut-être Mbankolo, c'est un exemple. Ça appartient à une commune. Et généralement, on vient quand même, parfois on trouve la croix, cet André qu'on a posé là, ou qu'on a... Alors, comment est-ce que... Et nous avons des services d'hygiène, et peut-être plusieurs services dans ces endroits-là, dans ces communes ou alors dans ces mairies. Y a-t-il personne pour sensibiliser ces personnes-là pour de déguerpir? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Si ces maisons-là poussent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au moins qui n'a pas fait son travail. Lorsque le maire envoie les responsables du service d'hygiène, puisque ce sont eux qui donnent l'autorisation d'implantation, lorsque vous devez construire sur un endroit où vous n'avez pas de titre foncier, on donne l'autorisation d'implantation. Mais pour le cas des marécages, ça ne peut pas exister. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Cette personne n'a pas fait son travail, pourquoi? On peut évoquer la corruption. Vous voyez que quelqu'un va jusqu'à corrompre pour construire là où il sera enseveli. Il y a un problème. Donc moi je voudrais que, au lieu de regarder jeter le regard, l'anathème sur l'État, il faudrait qu'on sensibilise les populations à se protéger elles-mêmes, qu'on sensibilise les populations à ce que lorsque l'État vous dit on ne construit pas sur les flancs, par exemple vous parlez du fameux rocher qui est perché sur le mont Bankolo. Vous verrez que quelqu'un aller là-bas vous dit que je ne sais pas. Et Lumden, je sais pas quelque part. Dit que non, je n'ai pas de terrain, on m'a donné. Non, on ne peut pas vous donner le tombeau, vous partez, vous installez dans le tombeau en estimant que vous devez vivre en ville. En plus, tout le monde n'est pas obligé de vivre en ville. Tout le monde n'est pas obligé de vivre en ville. Parce que, non, mais il faut qu'on se le dise. Quand vous arrivez au village, monsieur Ongba, vous vous rendez compte qu'il y a un problème. L'exode rural nous crée des sérieux problèmes. Lorsque vous parlez de la cherté de la vie, c'est parce qu'il n'y a plus de mains même pour travailler dans les villages. Tout le monde est venu s'y installer en ville. Peut-être dans des conditions précaires qui frisent, je ne sais pas, parfois on se demande que, mais est-ce que les gens là sont sérieux? Mais ils y sont. Sauf qu'il faut aussi que l'État arrête avec la tolérance administrative. J'aime toujours à rappeler que lorsque nous étions à l'université, c'était dans les années 2006, 2005-2006, nous nous souvenons que le délégué du gouvernement de l'époque, M. Ntimévouna, pour ne pas le nommer, était passé vers juillet.
Ils avaient fait, tous les agents passaient chambre par chambre pour vous indiquer que là où vous êtes là, ne payez plus l'argent à votre bailleur parce que ça c'est la route. Bon, certains s'étaient entêtés pour aller payer, mais dites-vous que le moment venu, on a cassé partout parce qu'il fallait déguerpir les gens sur. Vous voyez le carrefour Kradat là, il y avait les chambres jusqu'en haut. Donc à un moment donné, l'État doit sévir. Mais tout le monde n'est pas obligé de vivre en ville. Bon, maintenant aux communes d'aménager d'offrir des opportunités à ceux-là du moins de s'occuper et de mieux vivre dans les villages. La décentralisation, nous pensons que la décentralisation va apporter va résoudre ce problème aussi. La décentralisation, on a vu le maire Aïssi qui a pris en charge les victimes de Mbankolo. Ce n'était pas facile, mais maintenant, c'est beaucoup d'argent qu'on dépense. Après, n'est-ce pas, cette catastrophe-là, le mieux serait, n'est-ce pas, de prévenir. Et pour prévenir, vous l'avez dit, rien ne peut être au-dessus de l'État, de ceux-là qui nous gouvernent. Mais pourquoi est-ce que les gens continuent à s'entêter, à rester, n'est-ce pas, à ces zones? C'est pour ça que les lois existent. Monsieur Charles, une virgule. Les lois existent parce qu'il y a toujours des gens susceptibles de se mettre à la marge de la loi. Donc aussi longtemps il existera le monde, il y aura les lois parce que les gens sont toujours réfractaires à obéir à la loi. Merci, Madame Bungono. Oui, alors les gens continuent à s'entêter. C'est quoi? C'est pas un laxisme de l'État. Madame Bungono a reconnu que quelque part, il y a un mauvais travail qui est fait. De ce mauvais travail-là, il y a certainement de la corruption. Voilà. Nous avons dit qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Je suis content. Je ne peux pas parler de mauvais travail. Quelqu'un qui n'a pas fait son travail. Quelqu'un sur la chaîne n'a pas fait son travail. Voilà. Oui, je suis. Mais les gens continuent à s'installer. Alors, ces personnes sont plus fortes que l'État. Je disais que le riche construit là où il veut, alors que le pauvre construit là où il peut. Donc, nous sommes tout simplement face à un problème de pauvreté générale, la paupérisation de la population camerounaise. Vous vivez là-bas, ça veut dire que vous êtes riche, c'est ça? Vous comprenez, Charles Apollinaire. Lorsqu'on sait que... j'ai été content de suivre les propos de mon frère Voum, lorsqu'il parlait je crois qu'il a dit, n'est-ce pas... il a parlé d'un Camerounais sur deux qui vit avec moins d'$1. J'ai noté. Oui, c'est ça la vérité. J'ajoute même que 10 millions de Camerounais ont atteint le seuil de pauvreté. Voilà les 45% de la population camerounaise vit avec moins de 1000 francs par jour. Mais c'est grave. C'est grave. Et lorsqu'on sait que l'État, n'est-ce pas, a failli dans ses devoirs régaliens, avec la fermeture de beaucoup de sociétés qui auraient dû, n'est-ce pas, mettre les jeunes à l'abri du chômage, tels que la Sofibel, l'ONCPB, la Camsuco, la Bata, à l'UCAM, Fonader, Crédit. On peut citer une vingtaine comme ça, qui n'existent plus. Ce sont donc autant de raisons pour lesquelles la population construit là où elle peut. Là où elle peut, pas là où elle n'a pas de moyens. Ces terrains ne sont pas donnés. Vous voyez? Ces terrains sont achetés. Je dis que, n'est-ce pas, la plupart, je dis que malgré, n'est-ce pas, cette compréhension de la pauvreté, on ne peut pas laisser voir prospérer des maisons dans des zones inadaptées. Hein? Mais alors, que fait donc l'État? Je suis content d'avoir suivi ma soeur Fadima lorsqu'elle-même a dénoncé ce qu'on appelle la tolérance administrative. C'est ça, cette tolérance administrative amène les gens à s'entretuer. Construire sur une montagne, c'est creuser ça tombe, comme elle a dit. C'est ça, à cause de la tolérance administrative, à cause, n'est-ce pas, de nos compatriotes qui travaillent dans les communes, n'est-ce pas, dans les délégations, qui, je peux dire, vendent les titres fonciers. Je peux dire, vendent. Je suis content comme elle a révélé elle-même la corruption qui a cours dans notre administration. C'est ça, les conséquences. Et la corruption prospère, l'État n'est pas sévère. La corruption prospère sous l'État n'est pas sévère. C'est ça le problème. Votre manipulation ne va pas passer. Vous voyez? Nous avons dit ceci. Si ces maisons ont poussé là-bas, il y a quelqu'un sur la chaîne qui n'a pas forcément fait son travail. C'est vrai. Si ces maisons qui prospèrent, qui poussent là-bas comme des champignons, ont réussi à monter, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'on a envoyé faire son travail, qui a été corrompu. Qui a été corrompu. Très bien. Et ces gens-là, ça peut être vous. Ça peut être moi. Lorsque vous voulez à tout prix
justifier cet incivisme notoire par le fait que les gens vivent sous le seuil de la pauvreté. C'est l'une des causes, madame. C'est l'une des causes. La pauvreté est l'une des causes. Donc, c'est-à-dire que Je voudrais la vous cause dire- est multisectorielle. Je voudrais vous dire, monsieur Tchedjem, Oui. on ne va pas s'installer là-bas gracieusement. Oui. Ces gens déboursent de l'argent pour acheter au moins un lopin de terre. Oui. Ces gens achètent du matériau pour se construire. Oui. Ça veut dire que quelque part, s'ils ont moins de 1000 francs par jour Oui. et qu'ils ont quand même pu acheter le terrain, ils ne sont pas si pauvres que vous et moi, parce Oui, que mais- c'est pas tout le monde qui achète un Effectivement. terrain à Yaoundé. Ok, je crois que c'est ce vous dites presque la même chose, Madame Bengor. Non, je ne dis pas la même Parce chose. qu'en fait, ce qu'il dit, c'est que il y a une bonne partie de Qu'il la assume ses population déclarations, qui qu'il ne me vit- fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Effectivement, maintenant, C'est que, faites vos analyses. il est en train de chuter. En tenez-vous Il est en train à de vos chuter. déclarations. Merci, Madame Et Bengor. de grâce, ne me Ok. prêtez pas de Allons-y. Alors, oui, puisque vous êtes en train de chuter, je voudrais passer la parole. Je crois que lorsqu'on dit par exemple que 90% de la population camerounaise, n'est-ce pas, est dans le secteur informel, je crois que ça c'est des faits. C'est-à-dire qu'on soit content ou pas. C'est ça la vérité. Lorsqu'on dit que 1 plus 1 font 2, on ne veut pas savoir si on est au Cameroun, aux États-Unis ou au village ou en ville. C'est ça la vérité. Ça dit que c'est palpable, c'est traçable, c'est vérifiable, c'est tangible, c'est visible. C'est ça. Il est impossible de masser. Et lorsqu'on sait que la fonction publique camerounaise ne recrute que 3,5% de la population. Mais je crois que je ne sais pas comment on peut faire, mes chers princes Apollinaire, Charles Apollinaire, pour nier que la pauvreté, n'est-ce pas, gangrène la société camerounaise, notamment la jeunesse. Ok. Je ne sais pas comment on peut nier cela. Hein? Et dire cela n'est pas insulter l'État, mais dire cela, c'est reconnaître que l'État, quelque part, ne fait pas bien son travail. C'est ça la vérité. Il y a quelqu'un qui, merci à vous, il y a quand même quelques réactions, beaucoup de réactions même. D'ailleurs, d'abord, bonsoir Monsieur Ongba, bonsoir à vos invités. Je pose toujours la question de savoir où est-ce que nos amis du RDPC trouvent cette énergie pour défendre la catastrophe que vit le Cameroun depuis 42 ans. Bonne émission à tous. Simon Mpila de Nkwabang. Monsieur Simon Mpila revient encore et dit bonsoir Monsieur Ongba. La politique du logement social a lamentablement échoué au Cameroun. La Maïture, la SIC ont été prises en otage par les pontes du régime de Yaoundé. Résultat des courses, les Camerounais du bas de l'échelle n'ont plus que les flancs de montagne, les zones marécageuses, etc. C'est de la part de notre ami Mpila de Nkwabang. Avant de revenir sur le déguerpissement, il y a quand même aussi ce problème, cet aspect du logement social au Cameroun. Si certaines personnes sont capables, comme disent les autres panélistes, à construire, même à des zones marécageuses et dangereuses, c'est pas tout le monde, mais quand même le logement social devait peut-être accueillir ces autres personnes qui ne sont pas capables peut-être d'aller construire dans ces zones-là. Est-ce que ça ne peut pas être également un échec, et est-ce pas également une raison pour ces populations-là, ces personnes, de construire là où ils peuvent, ces personnes là où elles peuvent construire? Oui, en tant qu'homme politique, je voudrais dire que chaque citoyen a la liberté de s'établir partout où il veut sur le territoire national. Donc, c'est vrai, des gens arrivent en ville dans des conditions difficiles, déplorables, mais c'est des naufragés de notre gestion. Et donc, lorsque nous parlons de ces personnes-là, ce n'est pas des rebuts de la société, et c'est justement parce qu'elles veulent se donner de la consistance et se sentir exister, qu'elles viennent vers là où elles croient qu'elles peuvent avoir une certaine lumière, une certaine visibilité. Et donc, en revenant sur la question que vous m'avez posée relativement au logement social, j'ai été me renseigner, je ne vous le cache pas,
lorsque les premiers logements d'Olembe ont été achevés, nous avons suivi des communiqués comme quoi on pouvait les avoir. Et vous savez à combien? Les moins chers commençaient à peu près 19 millions. Les plus onéreux allaient chercher dans les 30 millions. On ne peut pas dire à ce taux que c'est un taux social. Pour compléter votre argument à ce niveau-là, il y a quand même une note du ministre qui estime qui stipule qu'il faudrait avoir un revenu mensuel d'au moins 350 000 à 500 000 francs pour peut-être avoir, n'est-ce pas, un logement de ce côté-là. Donc vous voyez que la plupart des fonctionnaires camerounais, je dis bien les fonctionnaires qui peuvent être considérés comme étant des privilégiés, quand je dis privilégiés entre guillemets, ne sont même pas éligibles à ces mécanismes-là. Donc globalement, j'ai pris cet exemple pour poser le problème comment dire, la production des logements au Cameroun. Et moi, je crois que c'est toute cette politique-là qu'il faut revisiter. Et comment est-ce que, de mon point de vue, on pourrait la revisiter? Il faut simplement faire entrer le domaine du logement dans le domaine de, vous me pardonnez la tautologie, de la libéralisation de l'économie. Et ce domaine-là, c'est lequel? On a vu, par exemple, je prends un autre parallèle, dans le domaine du transport en commun, des privés qui sont venus à côté du grand monopole avant les années 90 que l'État avait sur certains secteurs, certains segments du transport. En l'occurrence, le transport aérien et ferroviaire au Cameroun. On a vu des privés se développer, mais on peut faire la même chose. Puisque sachez que le logement est un droit fondamental de l'individu. Et donc, c'est l'État qui doit le garantir dans une société. Moi, je crois que si on fait entrer la production du logement dans la dynamique de la libéralisation de l'économie camerounaise, en d'autres termes, qu'est-ce que je suis disant? Il y a des gens, que ce soit ici, au Cameroun, ou dans la diaspora, ou même ailleurs, qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir investir et investir dans le logement. Vous savez qu'en termes d'investissement, la pierre, c'est un investissement sûr. Donc, si l'État crée des conditions pour que des Camerounais ou des non-Camerounais qui ont envie d'investir dans le logement puissent venir au Cameroun et que l'on ait un bon système financier pour pouvoir les accompagner, des facilités sur le plan de l'obtention de leurs documents administratifs, de bonnes assurances pour pouvoir assurer le risque et de bonnes sociétés, un bon matériel pour pouvoir, n'est-ce pas, dominer ces risques naturels que l'on voit ça et là. Je reste sûr que le secteur du logement social et puis les incitations de l'État, ça aussi il ne faut pas l'oublier. Ailleurs, quand vous allez par exemple aux États-Unis, en France et consorts, l'État donne des incitations et aide, n'est-ce pas, à la réalisation du logement afin que toutes les populations, je dis bien, toutes les populations puissent acquérir le logement. Contre quoi est-ce que ici au Cameroun, lorsque vous voulez construire, d'ailleurs, c'est ce qui est la règle, c'est une libéralisation sauvage. Dès que vous avez piqué votre poteau quelque part, vous envoyez 2 ou 3 bâches, vous avez construit. Ailleurs, c'est pas ça. C'est des sociétés, c'est des entreprises bien identifiées qui ont des concessions de l'État, qui ont des facilités, qui ont une surface financière assez importante et qui sont accompagnées par l'État pour aider les pauvres. Parce que quand on dit que des gens construisent, et je vais chuter par là, à coups de millions et qu'ils ont beaucoup d'argent, c'est à peine 1%, je dis bien à peine 1%, voire 0,5% de la population camerounaise. C'est eux qui ont cet avantage-là. Et vous allez effectivement voir dans les grandes villes, c'est eux qui ont les espaces les plus en vue et les moins à risque
dans ces villes-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait des autres Camerounais? Donc, il faut revenir aux politiques structurelles d'habitat dans notre pays et que ces politiques soient centrées sur les couches vulnérables de la population de notre pays. Ok. Alors, Madame Fadimatou, je le disais, après donc les drames ou le drame de Mbankolo, il y a eu donc cette réunion avec même le Premier ministre qui a demandé que cela soit appliqué, le déguerpissement, n'est-ce pas, des populations dans ces zones-là. Malheureusement, jusqu'à présent, rien n'est fait. Où en est-on? C'est la question qui revient, où en est-on? Nous avons dit à l'entame de cette émission que les populations sont réfractaires aux mesures prises. Il y en a qui disent qu'elles ne savent pas où elles vont aller. Mais à un moment donné, il faut que l'on choisisse entre la vie et la mort. Et le tombeau. Oui. Si on peut utiliser cet euphémisme-là. Parce que quel que soit le cas, ceux qui sont morts là-bas à Bankolo, sous les décombres, si on leur avait dit une semaine auparavant de partir, ils auraient juré par tous les dieux qu'ils ont toujours été là et que rien ne s'est passé. Donc c'est à titre préventif qu'on demande aux gens de quitter. Oui. Maintenant, j'avais également entendu que oui, on les a logés, on les a amenés quelque part, on leur a donné qui 300 000, qui 500 000. Ce qui est constant, l'État, tel que nous le connaissons, ne peut pas prendre en charge le logement de tous les Camerounais. Il faut l'on ne doit pas se leurrer. L'État-providence n'existe pas. Tout à l'heure, j'ai suivi M. Mvoum qui disait qu'on devait libéraliser et ouvrir au privé. Vous savez que tout ce que nous avons comme travers aujourd'hui, il parle du transport en commun. Avant, nous avions même quand le bus était là, c'était 100 francs. Il y avait la Sétuc. Oui, même quand le bus, je parle du plus récent, c'était 100 francs le ticket. Lorsque l'État s'implique dans quelque chose, ça devrait en principe coûter moins cher. Si vous allez vous renseigner pour un logement dit social, qui, on vous dit, le standard, le plus bas niveau, c'est 19 millions, ça veut dire qu'il y a un problème. Et posez-vous la question, si le privé s'invite, et vous savez que le privé, c'est le capitalisme à outrance, est-ce que l'on pourrait s'en sortir? Sur la question des logements sociaux, nous savions qu'au niveau de la CIC, il y avait des politiques de logement. Mais quand vous y arrivez, vous vous rendez compte que certaines personnes se sont arrogées, se sont constituées en propriétaires et vendent les clés. C'est sûr de tous. Et vendent les clés. Monsieur Ongba, j'habite un appartement et peut-être j'ai réussi à payer, il paraît qu'il payait entre 27 et 30 000 francs. Après, quand j'ai réussi à faire l'économie, au bout d'un moment, et me construire ailleurs, au lieu de céder la clé à la structure SIC qui devrait passer l'appartement à quelqu'un d'autre, ils vendent les clés du logement. Des quintuples. Vous comprenez? Il y a un problème réel. Autant l'État est responsable, autant nous aussi, nous sommes responsables de ces travers. Quand vous allez habiter quelque part, vous prenez sur vous de louer l'État, la maison de l'État. Et dites-vous que ceux-là, quand on les interpelle, ils sont souvent défendus par les hommes politiques qui estiment que l'État en fait trop, alors qu'ils voulaient seulement, ils vont faire dans la manipulation. Ce que nous pouvons dire en un mot comme en mille, c'est bien de venir en ville. Mais tant que nous n'avons pas les conditions, nous ne sommes pas sûrs que nous pouvons nous en sortir, nous pouvons avoir des conditions de nous loger, c'est encore mieux de rester là où, au village chez moi, un appartement, on peut le louer à 20 000 francs. Tout à l'heure, là, évoqué la France. Personne n'est propriétaire en France. Vous constatez généralement que lorsque les stars, là, ils s'en vont, quelque temps après, ils sont criblés de dettes. Parce que personne n'a le droit d'avoir votre maison ne vous appartient pas. Vous, les impôts vous évanouissent au point où
Quand vous achetez un appartement, vous devenez plutôt un esclave, puisque tôt ou tard, ça ne va même pas revenir à vos enfants. Peut-être allons-nous arriver à cela, comme le souhaite M. Mvumdese veut. La maison est un bien économique et il faut le considérer. Donc, aussi. lorsque nous arriverons à ce stade, dites-vous que nous allons travailler toute nos vies. Et ceux qui estiment que dans le fait que le Cameroun ait 90% de son économie dans l'informel est un problème pour les autres, moi je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est un problème pour le Cameroun. Parce que ce sont les niches fiscales qui s'évanouissent, la recette qui peut permettre à l'État d'asseoir une politique économique sérieuse. Alors, vous n'allez jamais voir quelqu'un installer son salon de coiffure et commencer à dribbler les impôts. Ça n'existe pas. Avant que vous ne le fassiez, il y a déjà quelque chose de structurel. Vous savez que vous devez payer les impôts. Et dans l'informel, ce sont les niches, c'est la fiscalité, ce sont les impôts si l'État veut structurer tel que vous le voulez, je vous assure, les populations vont suivre. Merci madame Bengono. Oui, je veux faire la parole, c'est à monsieur. Non, une minute. Dit que les Français et les Occidentaux ne sont pas propriétaires de maisons chez eux n'est pas très juste. En revanche, ce que l'on peut dire et qui est vérifiable, c'est que c'est la deuxième maison en France. Donc, vous pouvez avoir un premier domicile. Mais à partir du deuxième domicile, et là encore c'est une catastrophe ici chez nous, il y a des gens qui ont des maisons à Yaoundé que personne n'habite. Et des dizaines et des dizaines de maisons que personne n'habite. Et l'État est là, il regarde. Donc j'étais en train de dire que en France, la maison, permettez que je chute. En Europe, je chute. Ce que je dis est vérifiable. C'est la maison première qui a des impôts. On ne le trouvera pas les gens normaux. Mais à partir de la deuxième maison en France, vous êtes taxé à plus de 60%. Ok, nous revenons merci, nous revenons au Cameroun. Nous revenons au Cameroun. Propriétaire d'une maison, c'est pour cette raison que j'avais suivi une émission où une dame ingénieure s'était retrouvée à la rue, propriétaire d'un appartement. À un moment donné, la taxe foncière l'a asphyxiée. Elle s'est retrouvée SDF. Ok. Monsieur Sougem, beaucoup de choses ont été dites. Là maintenant, on peut donc se pose la question, pourquoi la volonté de l'État n'est pas appliquée? Est-ce que on va continuer à surfer, à dire, ben voilà, c'est de l'incivisme? Quand même, nous sommes dans un pays qui a les droits, qui a les lois, et qui doit les citoyens doivent respecter, n'est-ce pas, nos dirigeants. Est-ce parce que, par cause d'incivisme, doit tout laisser? Pourquoi la volonté de l'État n'est pas respectée? Mais la faute revient à l'État lui-même. Parce que l'État est laxiste. Madame Fadima, tu parlais elle a parlé de quoi là? La tolérance administrative. C'est ça. L'État lui-même creuse, n'est-ce pas, son trou où il est englouti lui-même. La volonté de l'État n'est pas respectée. Il ne sera même pas respecté parce qu'il est laxiste, parce qu'il y a cette tolérance administrative que je qualifie même de criminel. Vous comprenez? Et maintenant, parlons, ce problème de logement, ce problème, n'est-ce pas, de déguerpissement, Charles Apollinaire se résume à une seule chose, n'est-ce pas? Le problème d'emploi des jeunes. Voltaire disait que le travail éloigne de nous trois grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Mais j'ai surtout retenu, n'est-ce pas, cet adage qui dit que rendez les hommes heureux, ils deviendront meilleurs. Donnez-leur les biens matériels, ils acquerront les biens moraux. C'est ça le problème du Cameroun. Et lorsqu'on sait que l'État a perdu 18 milliards de francs CFA, liés aux 750 tracteurs abandonnés dans les broussailles des Bolova, depuis le comice agro-pastoral de 2011. Mais vous voulez donc, c'est-à-dire qu'on demande que, vous voulez quel genre d'argent? Vous voulez que c'est Dieu qui envoie l'argent? Lorsqu'on sait que, n'est-ce pas, des dizaines de milliards sont partis dans les histoires de ligne 94, 57, 65. Mais vous voulez quel genre d'argent, monsieur en bas? Hein? Lorsqu'on sait que 3 milliards ont disparu dernièrement au Sénat, tout dernièrement il y a 3 milliards qui ont disparu, on ne sait pas où c'est parti.
Lorsqu'on sait que 900 millions ont été gaspillés aux Jeux Olympiques Paris 2024, alors que le Cameroun est en rue. Vous voyez, 182 milliards sont partis lors des histoires de Covid-Gate, là. 150 milliards ont été perdus dans les histoires de Glencore. Donc le Cameroun est un pays riche. Le Cameroun est très riche, mais il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gestion des ressources financières. C'est ça qui empêche au gouvernement de lancer l'opération, de déguerpir. Écoutez, les gens partent construire n'importe où à cause de la pauvreté qui est liée, je dis que c'est l'une des causes, il n'y a pas que ça. Okay. Cette pauvreté qui est liée au chômage. Les jeunes n'ont pas... J'ai mes enfants qui sortent, n'est-ce pas, des écoles avec des diplômes. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne suis pas le seul, peut-être même vous. Nous sommes des milliers comme ça, on ne sait pas comment on va faire. Donc il faut résoudre ce problème de chômage, ce problème de manque d'emploi, et ces problèmes-là vont être résolus d'eux-mêmes. C'est ça. Si lorsque les gens auront les emplois, oui. Quand vous avez construit dans une zone dangereuse, vous allez démissionner ou alors déguerpir. On construit dans une zone dangereuse parce que construire là-bas, le terrain là-bas apparemment coûte très moins cher. Même si on dit que le moins cher est cher. Vous voyez, le terrain là-bas coûte très moins cher par rapport aux zones réglementaires où le prix est un peu plus élevé. Vous voyez? Bon, qu'est-ce qui amène donc les gens là? Les gens n'ont pas de l'argent pour acheter le terrain dans les zones réglementaires. C'est ça, mais je dis et je répète que ces gens-là, ces compatriotes qui partent construire dans les flancs des montagnes, ils ont eux-mêmes leur part de responsabilité, d'ailleurs ils en meurent. Okay. Ils en meurent. Ok, s'il te plaît, la pauvreté a au moins deux dimensions. Nous avons la pauvreté matérielle, c'est-à-dire on a un manque d'argent, mais aussi... Il paraît que nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale de la pauvreté, quelque chose comme ça. Ouais. En conférence le matin, nous avons... Alors, de quelle pauvreté s'agit-il? Oui, je vous laisse d'abord finir d'abord. La pauvreté a un second aspect qu'il ne faut pas négliger. C'est l'aspect mental. Et on a souvent remarqué que lorsque matériellement vous êtes pauvre, vous avez aussi de la difficulté spirituellement, ou si vous préférez mentalement, à vous élever. Ça c'est vrai à 100%. Ça, c'est la plus ferme illustration de ce que je suis en train de dire, c'est les travaux de Maslow qui le disent. Et donc, je suis totalement d'accord avec monsieur Soudjem, oui, que c'est la pauvreté matérielle d'abord qui détermine les comportements. J'étais vous disant que moins... Vous m'avez demandé la parole, hein? Oui. C'est pas votre tour de... Il est en train de chuter. Donc vous chutez, monsieur. Oui, donc moins, un peu plus d'un Camerounais sur deux vit avec moins $1 par jour. Ouais. Donc nous sommes là, et l'essentiel des Camerounais est condamné à ça, c'est-à-dire au règne de la débrouillardise. C'est Cancan qui était un esprit lumineux, je chute par là, qui avait très bien ce que je vois, je fais. La situation du Camerounais. On lui demande, mais quel est ton métier? Il dit, ce que je vois, je fais. Ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Nous sommes malheureusement à ce point-là. Ok. Nous allons prendre les messages là et puis en 1 minute, chacun nous dira ce qu'il y a lieu de faire. Doit-on continuer à laisser les gens rester, n'est-ce pas, habiter dans ces zones-là? D'abord, ce message, c'est Gilbert Yeyap qui nous écrit. Bonsoir à vous, très belle émission, bravo. Bravo à la dame, elle est cultivée à tous les niveaux. C'est monsieur Gilbert Yeyap. Ok, ça c'est bien. Il y a le fidèle Pierre, hein, depuis Libreville, qui nous regarde tous les jours et qui nous écrit. Bonsoir, merci de dire à madame Fadima tout d'avoir des propos courtois envers les Camerounais. Ne pensez pas que vous avez la science infuse. Le RDPC tombera un jour. Soyez moins arrogant quand vous vous adressez aux téléspectateurs. Un jour, vous rendrez compte, le monde te regarde. Oh, mais maintenant, sur votre plateau, vous ne dites rien? Madame Fadima, sérieux. Il y a un monsieur qui a dit que vous êtes cultivé à tous les niveaux. Non, je voudrais que l'on s'entende.
Je voudrais rappeler, il faut qu'on le dise à l'intention des téléspectateurs. Ouais. Nous n'avons jamais dit à quelqu'un que ce n'est qu'appartenir au RDPC qui est la meilleure façon de faire la politique. La liberté voudrait que chacun choisisse dans quel parti militer. Nous avons assumé choisi et assumé d'appartenir au RDPC. Vous êtes dans votre parti, je ne vous ferai jamais le procès d'être dans votre parti. Pour autant, nous dire que nous allons rendre compte, nous ne rendrons compte de rien à partir du moment où vous et moi sommes tous Camerounais et l'État c'est vous, l'État c'est moi. Quand on parle de dérive, ça concerne tout le monde. Nous allons nous laisser les gens périr sur les flancs de montagne parce que nous sommes du RDPC ou parce que nous ne sommes pas du RDPC. Nous disons que les catastrophes, les risques ne concernent pas, ne regardent pas les partis politiques. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Ok, merci. Non, ça ne doit pas faire débat. Ce n'est pas un débat. Non, s'il vous plaît. Faut qu'on Je laisse la parole à Madame Fadimatou parce que on s'est adressé à elle. Et également à Madame Fadimatou. Vous savez, c'est pas aujourd'hui. On se connaît. Je n'ai jamais jeté mes invités, les jeter en pâture. Non, je sais. Et lorsque tout le monde participe à l'émission, nous donnons la parole à tout le monde. C'est ça le débat. Pour qu'à la fin, que ce soit la consulté. démocratie, c'est la liberté. Chacun est libre d'appartenir à son parti. Voilà, merci madame. Autre réaction reçue. Bonsoir sur le plateau. Je me demande si cette dame du RDPC a des enfants. Pourquoi toujours venir sur le plateau dire des mensonges et affirmer des choses qui ne sont pas vraies? Le 6 novembre, ils ont fêté sans même une minute de silence pour nos citoyens décédés, ni jusqu'à présent celui que nous avons voté n'a dit mot, et ils veulent nos suffrages en 2025. Paul depuis Yaoundé. Autre réaction reçue. Bonsoir monsieur Oumba. Venez visiter la Côte d'Ivoire et vous verrez comment un État moderne déguerpit les populations et construit un pays moderne. C'est François Hutter qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Il demande donc qu'on aille en Côte d'Ivoire et qu'on aille visiter la Côte d'Ivoire et nous verrons comment un État moderne déguerpit les populations en utilisant et en construisant. Merci à vous. Un autre message. Bonsoir. Bien le bonsoir au plateau d'Info TV, monsieur Oumba. Le problème du déguerpissement dans notre pays par nos autorités est lié à la complicité et l'achat des plus riches de notre pays qui veulent avoir tout pour eux seuls. Notre ami, signez vos messages, Béoumei. Bonsoir. Autre réaction reçue. C'est long, mais je vais un peu lire. Bonsoir à tous. Je voudrais poser une question. Il est plus facile d'empêcher les gens de s'installer quelque part ou bien de déguerpir après installation. Cessez d'accuser les populations, mais plutôt le système gouvernant. Il y a une direction qui s'occupe des risques aux minates. Son rôle est de prévenir et en recensant tous les endroits à risque et empêcher l'accès, de sorte que tous ceux qui y arrivent sachent qu'il est interdit de s'y installer. Allez voir comment certains construisent à moins de 3 mètres des rails et personne ne dit rien. L'exode rural est une conséquence de l'échec des pouvoirs publics de créer des pôles d'emploi dans les zones rurales. 42 ans de sclérose, c'est trop. Lorsque je vais dans toutes les villes d'Éthiopie, j'ai les larmes qui coulent. Dites à cette dame qu'elle raconte n'importe quoi concernant la France. La taxe foncière est de moins de 10 euros. Ndobo qui nous écrit. Merci à vous, monsieur Ndobo.
Autre réaction. Ok. Je crois que ça a été lui, la personne a tout simplement corrigé, a retouché un peu le texte. Alors, très rapidement, ce sera en une minute. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Doit-on continuer à croire que les gens vont comprendre que où ils sont, où ils ont construit, c'est pas le meilleur endroit, ou alors l'État doit véritablement sévir? Monsieur Léonide Fung. Oui, l'État chez nous sait aussi qu'il n'a pas donné suffisamment de moyens à ces populations, d'où la fameuse tolérance administrative. Et que si on se met à jeter des hordes de Camerounais dans la rue, ça va fortement interpeller la responsabilité politique de ceux qui gouvernent. C'est pour cela qu'on fait semblant de voir, sans voir. Donc, il y a de cela. Mais sur le plan économique tout court, je continue de dire que le logement est un bien économique et au Cameroun, on doit de plus en plus le considérer comme tel. C'est-à-dire ouvrir le marché du logement et du logement social et que l'État joue sa partition, sa part dans cette ouverture-là. En d'autres termes, l'État peut permettre à des opérateurs privés, moyennant des conditions très attractives, de construire. Parce que vous savez que la terre chez nous est extrêmement chère. Le titre foncier, difficile à avoir. Donc, l'État peut prendre ces différents éléments comme étant sa participation. Donc, cette facilitation-là pour des opérateurs économiques et, n'est-ce pas, imposer un prix du logement, ouvrir le marché du logement aux capitaux privés en veillant à ce que ce logement-là soit accessible au plus grand nombre. Merci. Et je chute en disant vous avez prévenu, vous avez une minute. Je chute en disant que on n'exploite pas encore suffisamment la hauteur chez nous. Voilà pourquoi les villes ne font que s'étendre et que des gens vont construire dans des endroits vraiment inconstructibles. On peut aussi exploiter la hauteur et permettre à un grand nombre de vivre au centre-ville. Il faut repenser donc l'urbanisation de la ville de Yaoundé. Monsieur, des villes du Cameroun. Oui, parce que tout le monde veut venir s'installer au centre-ville, y compris dans des marécages. Mais si on exploite la hauteur, beaucoup de gens vont venir au centre-ville. Monsieur Soudiam, qu'est-ce qu'il y a le faire? Ce n'est même pas difficile. Ça dans vos... C'est une minute. Ce n'est même pas difficile d'amener nos populations à rester au village, comme a proposé Madame Fadimatou. Mais le problème, c'est que vous voyez, un jeune veut aller par exemple à la plantation. Il n'a même pas la machette. Vous voyez, il n'a même pas la roue. Et encore que même s'il en avait, ce sont déjà des matériels archaïques. Nous sommes plus à cette époque-là. Donc il y a ce problème de faire l'agriculture moderne avec la roue et la machette. Vous voyez. Donc je voulais donc dire ceci à M. Charles Apollinaire. Nous avons l'ONAC, c'est-à-dire l'Observatoire national des changements climatiques, qui alerte sur les inondations et glissements de terrain causés, n'est-ce pas, par la saturation des sols en eau à cause des fortes pluies. Cette ONAC, n'est-ce pas, alerte sur les inondations et glissements de terrain dans un proche avenir. Ils ont même identifié les endroits. Il y a EDA, il y a Kekem, il y a Tiko, il y a Bazou, il y a Lonako, il y a Tchang. Bon, maintenant, lorsque déjà nous avons un organisme qui est prévoyant, vous voyez, que l'État prenne dans les taureaux par les cornes, que l'État cesse d'être réactif au lieu d'être actif. C'est ça. Nous voulons un État, n'est-ce pas, qui va au devant de l'action, qui prend le taureau par les cornes. Si l'État était actif, le drame de la palette de Tchang n'aurait pas eu lieu. Vous voyez? Donc nous appelons, n'est-ce pas, nous demandons que l'État, n'est-ce pas, travaille, que l'État cesse d'être observateur. Ok, que l'État travaille. Que l'État travaille. Que l'État aille au-delà de l'action. Merci, vous l'avez dit. Voilà. Madame Fadimatou, nous pensons Natacha Bengono. Nous pensons que pour lutter contre ces implantations des populations dans les zones à risque, il faudrait déjà qu'au niveau des communes, parce que chacun, moi je parle toujours des communes, qu'on fasse dans la sensibilisation des populations. Il faut sensibiliser les populations
il faut lutter contre la cherté des locations parce qu'il faut des logements dans les villes. Parce que lorsque vous voyez un appartement acceptable, c'est dans l'ordre des 100 000 francs au minimum. Quand on est au centre-ville, quand c'est reculé, un peu reculé, c'est dans les 80 000 francs, 75 000 francs minimum. Or, si l'État intervient pour réguler au niveau des bailleurs le taux, le prix du logement, ça peut permettre au moins tout le monde d'avoir un logement raisonnable. Et il est aussi important de mettre un point d'honneur sur la lutte contre la corruption. Parce que c'est à travers la petite corruption que les gens laissent ce genre de choses prospérer, où quelqu'un va construire, on met la croix de Saint-André, de mois après demain, l'agent qui arrive prend des pots de vin et ferme les yeux. Et du jour au lendemain, on se réveille avec quelque chose qui a poussé, qui en fait n'est pas un logement, mais un tombeau. Et la création de la décentralisation va permettre de viabiliser les zones rurales. Parce que quand on va viabiliser les zones rurales, ça va permettre aux collectivités locales d'adopter une politique de logement au niveau de l'arrière-pays pour permettre non seulement aux jeunes et aux populations d'acquérir des lopins de terre, mais aussi se construire de manière acceptable. Ça va aussi lutter contre l'exode rural. C'est là qu'on vient à interpeller non seulement les pouvoirs publics, mais plus tard la fonction publique locale qui va outiller les jeunes à s'auto-employer pour éviter que les gens, qu'il y ait des flux et des reflux dans les villes, alors que on peut bien travailler dans la zone rurale et trouver son compte. Donc nous pensons que c'est une politique globale qui sera mise sur pied par les collectivités locales décentralisées, par l'État lui-même, et également avec le concours des populations pour trouver une voie raisonnable pour qu'on n'assiste plus à ces différentes catastrophes. Merci à vous. Nous allons passer à un autre sujet, mais nous faisons une part belle également à nos téléspectateurs. Landry nous écrit, il dit bonjour à tous sur le plateau, sur le panel d'Info TV. Merci Monsieur Nfoum, est très brillant d'esprit. L'État tue ce pays et ne facilite pas les choses aux populations. En passant, demandez à Madame Fadimatou de redescendre sur terre parce que elle ne raisonne pas bien. Voilà, ça c'est son raisonnement, mon cher ami. Voilà, et puis nous allons sortir avec Hans depuis Berthois qui nous dit « Bonsoir à vous sur le plateau, très beau thème. Merci à ces panélistes qui ont évoqué le lien tellement vrai entre la pauvreté et les constructions sur des zones dangereuses. Mais la prévention est mieux que les déguerpissements. L'État devrait prendre ses responsabilités. La France n'est pas le Cameroun. Veuillez rester sur nos réalités. Hans, depuis Berthois. Merci. Mesdames, Messieurs, petite transition. On se retrouve pour la dernière ligne droite. Voilà, retour sur le plateau pour donc le dernier sujet à l'ordre du jour. J'annonce que nous avons vraiment voulu avoir un économiste sur ce plateau parce que lorsqu'on parle d'argent, session parlementaire de novembre, c'est pour voter le budget de 2025 et il n'y a pas mieux qu'un économiste pour nous édifier à ce niveau. Mais c'est pas grave parce que notre économiste invité sur ce plateau a eu un problème à la dernière minute. Pourtant, il était déjà en route pour nous rejoindre ici. Alors, l'Assemblée nationale et le Sénat ont donc ouvert mardi la 3e session ordinaire de l'année. C'était du côté du palais des congrès de Yaoundé. Les travaux ont été lancés. D'après le président de l'Assemblée nationale, Djibril Kava Yégué,
président de l'Assemblée nationale, il a donc fait tout un discours. Selon lui, ce budget devrait renforcer la confiance des Camerounais et susciter leur adhésion au plan de M. Paul Biya pour assurer un vote calme et sûr. Ce sont quelques propos, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale. Il faut quand même dire qu'il a évoqué d'autres choses, peut-être sur la santé, que les Camerounais doivent faire confiance à leurs hôpitaux, à nos hôpitaux, et beaucoup de choses. Alors, le budget 2025 sera bientôt voté. Quels peuvent donc être les enjeux de ce budget-là? Je vous connais parfois très futé, Monsieur Mfoum. Alors, 2025, quels sont les enjeux du budget? Moi, c'est vrai, vous avez déjà d'abord dit à vos téléspectateurs que nous ne connaissons pas grand-chose en économie, mais c'est pas si vrai. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Pas... Non, il a dit que c'était mieux d'avoir également un économiste, c'est comme ça, le panel. Bref, allons-y. Donc, c'est pas si vrai. Moi, j'ai envie de dire que les grands enjeux du budget qui arrive, nous, si vous nous demandez de notre point de vue, nous pouvons vous répondre. Mais le gouvernement a aussi ses orientations. En principe, nous devrions d'abord avoir la loi des finances et l'avoir scrutée pour connaître les orientations que le gouvernement de la République assigne. Vous comprenez donc qu'il était bon d'avoir cet économiste qui vous parle juste de ce qui doit être, qui est peut-être prévu. Et maintenant, à vous également d'avoir votre point de vue sur le sujet. Je dis... Il n'a jamais été question que les gens ne maîtrisent pas de quoi il s'agit. Je dis donc que lorsque vous parlez des enjeux, n'est-ce pas, c'est relativement à la copie qu'a rendue le gouvernement de la République. Parce que c'est lui qui détermine la politique de la nation. Et ce que le Parlement s'apprête à faire, c'est de voter la loi des finances, une loi. Et dans cette loi-là, il y a un exposé des motifs que les rédacteurs de ce projet de loi font et qui nous donnent les enjeux de ce budget de leur point de vue. Et ça, n'ayant pas ce projet de loi des finances, nous ne savons pas ce que le gouvernement y a inclus. Mais nous pouvons faire notre analyse, nous, simples citoyens, de ce que nous avons comme souhait relativement aux aspirations que nous pouvons avoir relativement à ce budget. Je crois que c'est là où je vais aller. Alors moi, si vous me posez la question en tant que citoyen, je crois que nous allons en année électorale et une élection majeure pour l'État du Cameroun. Il est question, parce que vous savez, l'État du Cameroun en a fait un problème de souveraineté, c'est-à-dire d'être capable lui-même de financer les processus électoraux et référendaires dans notre pays. Et donc je crois que l'État va faire l'effort de pourvoir à cette dépense qui n'est pas des moindres. Mais moi personnellement, je crois qu'avec le niveau de chômage que nous avons au Cameroun, l'État aurait pu mettre un accent particulier. Et pour moi, c'est essentiel sur la libéralisation de l'économie. La libéralisation de l'économie vise quoi? Mais d'implanter un cadre dans lequel tout acteur privé qui a les moyens peut venir s'engouffrer. Or, le problème que nous avons au Cameroun relativement à notre capacité à pouvoir investir, c'est que on va venir vous dire que vous n'avez pas encore tel papier à gauche, tel papier à droite, machin. Non. Établissons un cadre. Mais mieux, le secteur économique et le secteur privé au Cameroun qui contracte avec l'État n'a pas ces factures qui sont régulièrement payées. Et ça, c'est un problème pour l'emploi privé dans notre société. Puisque quand vous payez ces sociétés, n'est-ce pas, elles se ravitaillent sur le marché camerounais et elles emploient des personnels qui sont camerounais. Et donc, c'est un élément de croissance pour notre pays. Et donc, lorsque vous avez une dette intérieure importante
Et généralement, dans les projections du gouvernement, on ne pense pas à payer cette dette. Alors que ces petits porteurs-là, qui contractent avec l'État du Cameroun, qui pour faire un marché public, qui pour réaliser un pont à gauche, vont s'endetter dans des tontines. Leur taux d'intérêt, et parfois dans certaines banques, leur taux d'intérêt monte au point où ces petits porteurs-là sont asphyxiés. Et l'État vis-à-vis de ces porteurs ne paye pas leurs dettes. Ça, c'est le premier aspect. La dette intérieure, il faut l'assurer, la payer. Et les enseignants, puisque vous disiez tout à l'heure que je suis enseignant, à travers OTS, c'est le principal problème que les enseignants avaient posé. Le problème du règlement de la dette intérieure vis-à-vis des enseignants. Et par rapport même aussi à ce corps, il faut dire, moi, le moins c'était haïssable. J'ai eu 2 avancements par l'entremise des mécanismes de paiement de cette dette-là. Mais j'en ai encore 2 actuellement qui sont en chômage. Et donc, vous voyez, c'est une autre dette qui se pose sur une première dette que l'État avait déjà apurée. Donc, notre État a ce problème du paiement de sa dette extérieure. Maintenant, au niveau des projections, comment se fait-il que nous avons presque les mêmes caractéristiques, parfois même les mêmes avantages que la Côte d'Ivoire? Mais en termes de ressources budgétaires, la Côte d'Ivoire réussit à mobiliser 2 fois plus de recettes, ou bien a un budget 2 fois plus important que le nôtre. Le pays avec lequel le Cameroun a à peu près le même budget, mais qui en termes de réalisation fait aussi des choses extraordinaires, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal. Donc on ne comprend pas pourquoi. Et cette façon de faire là, donc, il faut élargir l'assiette fiscale pour aller toucher les niches et les points que le gouvernement n'a pas encore touché. Je chute en disant que ça a aussi une incidence forte sur le budget d'investissement public et sa réalisation. La texture de notre budget fait que 60 à 70% de nos recettes sont allouées à la consommation et environ 30% à l'investissement. Ça aussi, c'est un problème. C'est la raison pour laquelle nos routes sont dans cet état. Les salaires de nos personnels publics sont des salaires de rente qui leur permettent à peine de pouvoir vivre et donc les condamnent à la corruption et au dénuement. Donc, je crois que si vous demandez mon avis du point de vue du citoyen que je suis, les soins de santé même qui ne sont pas bien assurés aux populations, donc de manière globale, le service public est en train de disparaître au Cameroun. L'école se renchérit. Nous n'avons pas de transport public dans notre pays. Donc voilà les enjeux que devrait pouvoir revêtir un budget dans un pays tel. Merci à vous, Monsieur Mfoum. Si vous avez bien suivi, j'ai dit que vous êtes assez futé. Vous êtes souvent assez futé en termes d'économie. Ce n'est pas nous qui avons chassé l'économiste, c'est lui-même qui n'est pas venu. Alors, Madame Bengono, cette rentrée parlementaire est très attendue, comme toutes les rentrées parlementaires de novembre. Il faut voter le budget 2025. Il y a, les Camerounais ont certainement des préoccupations. Lesquelles sont peut-être ces préoccupations majeures pour poser la question, quels sont les enjeux, n'est-ce pas, de ce budget 2025? Déjà, pour fixer le cadre réglementaire du budget 2025, le président a commis une circulaire, je crois que c'était le 30 octobre, quelque chose comme ça, où il a donné des orientations sur ce que devrait être le budget, comment il devrait être élaboré et les objectifs, les choses qui devraient être prises en compte dans l'élaboration du budget. Nous avons, je vais entrer par là où sortait M. Foulou, il indiquait précisément pour les fonctionnaires que le budget devra être ficelé de telle enseigne que les paiements soient salariales, la prise en charge salariale soit régulière, que les dettes soient apurées, et qui est également la prise en charge
des recrutements planifiés. Au niveau des CTD, moi je dis tout, je prends ça comme ça dans la globalité. Des CTD, il a parlé de l'affectation, l'amélioration de l'enveloppe affectée au niveau des collectivités locales décentralisées. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués. Il y a du point de vue sécuritaire et le point de vue social. Il a dû parler des infrastructures, des grands projets, en indiquant que ils doivent le faire, mais en tenant compte de l'environnement macroéconomique mondial international. Parce que chaque fois que l'on devrait élaborer un projet, on devrait tenir compte de l'environnement international. Ce cadrage a été donné. Maintenant, nous avons les élections qui arrivent. Forcément, il y aura une enveloppe affectée à l'organisation des élections, en passant déjà par la production des cartes d'électeurs. Parce qu'il y a eu des nouvelles inscriptions. Il faudrait que tout le monde ait sa carte d'électeur. Il faut une organisation matérielle des élections. Voilà autant de choses qui sont en vue. Bon, les routes, c'est revenu, c'est récurrent, ça entre dans le cas des infrastructures. Donc voilà autant des attentes des populations. Mais l'État ne peut que faire, puisque le Cameroun ne s'arrête pas en 2021. Des chantiers seront abordés. 2025, pardon. Des chantiers seront abordés en tenant compte de l'enveloppe budgétaire, tout en nous renseignant que le budget, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses. Donc, il ne faudrait, c'est pas une masse d'argent, parce que quand on parle parfois du budget, les gens ont l'impression que c'est une masse d'argent qui est quelque part. C'est pour cette raison que généralement les budgets sont prévisionnels. C'est la masse d'argent qui, ça peut venir de la fiscalité, ça peut venir des impôts, ça peut venir, et c'est affecté à plusieurs poches pour le fonctionnement. Donc, toutefois, les Camerounais savent que l'État a à cœur l'amélioration de leurs conditions de vie. Cela ne peut pas se faire par coup de baguette magique, mais tous les efforts sont mis en œuvre par les pouvoirs publics pour que la situation des Camerounais soit améliorée. Peut-être la dette intérieure, comme indiquait M. Voum, pourra être apurée. Les enseignants ne seront plus en train de courir après peut-être le reclassement ou bien les avancements dont... Grand espoir alors pour nous estimons que chaque fois qu'il y a vote du budget, il y a toujours un espoir que nous posons, en espérant que les attentes vont être assouvies. Ok. Monsieur Sugem, oui. Les enjeux de ce budget. Rapidement, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Sauf si vous ne voulez rien dire. La préoccupation majeure des Camerounais est multiple. Il y a, n'est-ce pas, problème d'emploi en premier lieu. Problème d'emploi. Il faut réhabiliter les sociétés qui ont été fermées. Je les ai citées tout à l'heure. La Sophie Bell, l'ONCPB, la Camship, la Bata. Il faut d'abord les réhabiliter avant de créer encore d'autres. Et nous devons créer... Le problème de l'emploi, oui. C'est ça. C'est primordial. Et maintenant, revoir le salaire des fonctionnaires. Est-ce que vous savez que le fonctionnaire camerounais... Est-ce que vous savez que le fonctionnaire camerounais est l'un des fonctionnaires du monde les moins payés? Ce que vous avez préparé. Vous comprenez? Oui, le salaire des Camerounais. Donc, oui. Voilà. Maintenant, il faut donc revenir maintenant à la dette intérieure. En comment? Comme disait M. Comme il a dit, n'est-ce pas, résoudre le problème des enseignants. Je peux dire ici là que l'État avait prévu pour août 2024 comme étant la date butoir. C'est cela qui a même commencé, hein. Il faut quand même le reconnaître. Nous le reconnaissons. Voilà. Mais la parole n'a pas été tenue. Ok. Ça, c'est évident. Ok. Bon, maintenant, également, problème, n'est-ce pas, des routes. Comme nous l'avons dit, les routes au Cameroun, n'est-ce pas, le Cameroun n'a que des pistes que l'on considère comme routes. Encore même que ces pistes ne sont pas viables, avec, n'est-ce pas, des nids de poules partout. Vous voyez? Et lorsqu'on sait qu'une capitale politique comme Yaoundé n'a que des crevasses partout, vraiment, c'est dommage. C'est dommage pour l'image du Cameroun. Lorsqu'on sait que le PM a convoqué, n'est-ce pas, ses collègues ministres par rapport à ça, et que rien n'est fait jusqu'à maintenant. C'est dommage. Ok. Et merci. Voilà. Donc, il faut donc voir également ce problème de voirie.
problème de voirie, parce que le Yaoundé particulièrement, n'est-ce pas, sans de la poubelle. Il y a aussi la vie chère. Oui, il y a la vie chère. Monsieur Soudien, Il y a la vie chère. Monsieur Foum. Donc, nous demandons vraiment que l'État, n'est-ce pas, prenne le taureau par les cornes pour mettre les populations, n'est-ce pas, à l'aise. Et c'est un devoir, c'est pas une faveur. On vous a suivi. Merci à vous. La Merci. société civile, la prochaine fois, invitez l'homme politique. On saura quoi. Merci, madame. Politique, c'est le Cameroun. On vous a suivi. On vous a suivi. Merci à monsieur Soutien. Merci, madame. Je voudrais comme notre président ne dirait pas à quelle partie vous appartenez. Merci à Léonie Demfoum. Mesdames, messieurs, c'est ici que enfin, n'est-ce pas, cette émission. J'ai beaucoup de messages là, mes amis de Berthois. J'ai même eu le Gabon et même en France. Je vais lire. Ne vous en faites pas. Très prochainement. Alors, retrouvez l'émission demain lorsqu'il sera 17h. Mais entre-temps, l'information c'est dans quelques minutes en langue anglaise. À 20h, retrouvez le grand journal avec à la présentation, Karine. Et puis, ne pas manquer la grande émission de ce soir. C'est le grand rendez-vous de ce soir. Je suis obligé de vous dire que affiche sport ce soir. Monsieur Mbala, Joseph Patrick Mbala va donc recevoir la double championne du monde en saut, Françoise Mbango, qui sera des nôtres ici avec un panel très riche à ne pas manquer à partir de 21h. D'ici là, restez scotchés en direct donc de nos programmes Info TV et on se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 17h. Au revoir.